Avant de franchir les montagnes, de braver les rivières et d'inscrire leur nom dans l'histoire, abonnez-vous, likez, commentez et embarquez avec Lewis et Clark vers l'inconnu. Les États-Unis d'Amérique, à peine trentenaires, ne sont encore qu'une jeune république blottie contre la côte Est. À l'ouest, ce sont les terres de l'inconnu. Montagnes, rivières, forêts, tribus souveraines, et un mythe persiste. Celui d'un passage intérieur vers le Pacifique, un itinéraire fluvial reliant les deux océans. C'est dans ce contexte que survient un événement décisif. L'achat de la Louisiane. Le 30 avril 1803, Thomas Jefferson acquiert, auprès de Napoléon Bonaparte, un territoire gigantesque, plus de 2 millions de kilomètres carrés, pour 15 millions de dollars. D'un coup, les frontières américaines doublent de taille. Mais que contient ce continent inconnu? Personne ne le sait vraiment. Ni les cartes, ni les récits des trappeurs ne suffisent. Il faut aller voir. Il faut envoyer des hommes. Jefferson, président et homme des Lumières, imagine alors une expédition scientifique, à la fois diplomatique, commerciale et géographique. Il confie cette mission à un homme qu'il connaît bien. Meriwether Lewis, son ancien secrétaire personnel, a un esprit curieux, lettré, rigoureux. Lewis accepte sans hésiter. Il se plonge dans des mois de préparation. Il étudie l'astronomie, la botanique, la médecine, la navigation, la zoologie. Il achète des compas, des chronomètres, des instruments d'arpentage, des fusils à silex et même des miroirs à offrir aux tribus. Conscient du défi, il choisit un co-commandant. William Clark, soldat, cartographe et meneur d'hommes, rencontré quelques années plus tôt lors de campagnes militaires. L'autorité est partagée. Et même si Clark n'a pas officiellement le grade de capitaine, dans le journal, les deux hommes signeront toujours Capitaine Lewis et Capitaine Clark. À l'hiver 1803, le Corps of Discovery s'installe à Camp Wood, près de Saint-Louis, sur la rive est du fleuve Missouri. C'est là que les hommes sont recrutés, formés, testés. Des artisans, des trappeurs, des soldats, un interprète français, un esclave noir nommé York, compagnon fidèle de Clark, et Seaman, un Terre-Neuve acheté par Lewis, qui les accompagnera jusqu'au bout. L'équipe comptera 33 membres au départ. Chaque jour, ils s'exercent à ramer, tirer, réparer, chasser, lire les astres. Ils construisent leur embarcation principale, une keelboat de 17 mètres, flanquée de 2 pirogues. L'ambiance est studieuse, tendue parfois, marquée par la discipline militaire. Ils reçoivent des consignes strictes, respecter les tribus, éviter les conflits, dresser un journal détaillé de toutes choses vues. Le départ approche. Le 14 mai 1804, l'expédition quitte Camp Wood, direction plein ouest, à contre-courant du Missouri. Le début d'une épopée de 2 ans, 4 mois et 10 jours. Très vite, les hommes remontent le Missouri, contre le courant, dans une chaleur accablante. Les moustiques les dévorent, la fatigue est constante, mais ce qu'ils découvrent les fascine. De vastes plaines s'étendent à perte de vue, peuplées d'animaux inconnus, bisons par milliers, soulevant la poussière comme une armée. Chiens de prairie, observés pour la première fois. Une bête sociable, bruyante, que nous avons dû inonder pour l'extraire de son terrier. Antilope d'Amérique, agile et rapide, échappant toujours au tir. Et puis, grizzly, castor géant, coyote, loup des plaines. Ces découvertes sont minutieusement notées par Lewis, qui agit en véritable naturaliste. Il croque, décrit, mesure, compare. Le 25 septembre 1804, à l'actuel Fort Pierre,
l'expédition entre en contact avec les Sioux Tétons. C'est la première grande épreuve diplomatique. Les chefs Lakotas exigent des présents, voire un tribut pour autoriser le passage sur leur territoire. Clark refuse. Les Sioux tentent de retenir les pirogues. Les hommes arment les fusils. Le ton monte. Nous avons dormi cette nuit-là, la main sur la gâchette, écrit Clark. Mais le lendemain, les tensions se calment. L'expédition poursuit sa route, évitant de peu un conflit majeur. Fin octobre, l'hiver approche. Le froid est mordant. Les hommes construisent Fort Mandan, à proximité des tribus Mandan et Hidatsa, dans ce qui est aujourd'hui le Dakota du Nord. C'est ici que survient un tournant majeur. Lewis et Clark recrutent Toussaint Charbonneau, un trappeur francophone, et surtout sa jeune épouse Shoshone, Sacagawea, à peine 16 ans, et enceinte. En février 1805, elle donne naissance à Jean-Baptiste, qu'on appellera affectueusement Pompe. Sa présence, celle d'une mère avec un nourrisson, deviendra le passeport de paix de l'expédition auprès des tribus. Une femme avec un bébé ne mène pas la guerre. Le 7 avril 1805, l'expédition quitte Fort Mandan. Les paysages changent, la faune aussi, et les dangers redoublent. Lewis décrit un animal redoutable, un ours monstrueux, touché de 5 balles, qui nous pourchasse encore. C'est le grizzly, inconnu des scientifiques de l'Est. L'animal devient l'un des symboles de cette terre sauvage. Mais le plus grand défi reste devant eux, les Rocheuses. En juin, les explorateurs atteignent un endroit où le Missouri se divise. Quelle branche mène aux montagnes? L'expédition est divisée. Certains pensent au nord, mais Clark mène une reconnaissance au sud, découvre d'impressionnantes cascades et comprend. C'est la bonne direction. Les Great Falls du Missouri, ce sont 5 cascades de plusieurs mètres de haut, étendues sur 29 kilomètres. Il faut démater, décharger, construire des chariots, tirer les barques sur la terre ferme, pendant des jours, dans la boue, les ronces, la chaleur. 1 mois d'efforts surhumains, mais une victoire. Le 25 juillet, ils atteignent Three Forks, là où le Missouri se divise en Jefferson, Madison et Gallatin. C'est ici que Lewis et Clark comprennent. Le fleuve ne mène pas au Pacifique. Il faudra franchir la montagne et pour cela, trouver les Shoshones, réputés pour leurs chevaux. Quelques jours plus tard, les 2 capitaines rencontrent les Shoshones, dirigés par un chef nommé Kamehawatt. Lorsqu'il apparaît, Sacagawea éclate en larmes. « C'est mon frère, je le croyais mort. » Les retrouvailles sont bouleversantes et décisives. Grâce à ce lien familial, l'expédition obtient des chevaux, un guide, Old Toby, et la confiance des Shoshones. La traversée des Bitterroot Mountains par le Lolo Trail est la plus rude. La neige tombe tôt. Les sentiers sont escarpés, les vivres épuisés. Les hommes mangent du cheval, des racines, des bouillons amers. Clark écrit « Nos jambes ne nous portent plus. Nous avançons comme des fantômes. » Mais ils avancent. Épuisés, amaigris, les hommes atteignent les vallées où vivent les Nez Percés, qui les accueillent avec compassion. Ils leur offrent nourriture, soins et aident à construire des pirogues. Grâce à eux, l'expédition rejoint le fleuve Columbia, large et puissant, qui les mènera jusqu'au Pacifique. Le 7 novembre 1805, après plus d'1 an et demi de voyage, Clark écrit dans son journal « Océan en vue, oh quelle joie!
ce grand océan Pacifique que nous avons tant attendu. C'est l'aboutissement. Un rêve devenu réalité. Ils construisent Fort Clatsop pour passer l'hiver. Mais la pluie est constante, la nourriture rare, les vêtements pourrissent. Lewis et Clark rédigent, compilent, cartographient et rêvent du retour. Le 23 septembre 1806, 3 pirogues glissent lentement sur le Missouri. Les hommes sont amaigris, barbus, hâlés par le soleil et le vent. Cela fait 2 ans, 4 mois et 10 jours qu'ils ont quitté Saint-Louis. Et soudain, une rumeur parcourt la rive. Ils sont de retour. Lewis et Clark sont revenus. L'accueil est chaleureux, presque incrédule. À l'époque, beaucoup pensaient qu'ils avaient disparu à jamais. Aucun courrier, aucune nouvelle depuis des mois. Ils sont acclamés à leur arrivée au quai. Des coups de canon résonnent depuis les forts. Les habitants de Saint-Louis affluent. Des colons, des officiers, des marchands, tous viennent voir ces hommes revenus de l'inconnu, chargés de carnets, de cartes, de spécimens de plantes et d'animaux. Les journaux de Lewis et Clark sont rapidement transcrits et diffusés. On raconte leurs aventures dans les tavernes, dans les salons politiques, dans les églises même. Le président Jefferson, informé par courrier, est fasciné par la richesse des données rapportées. Le Congrès attendra plusieurs mois avant d'honorer véritablement l'expédition. Quant aux hommes du Corps of Discovery, ils sont récompensés par des terres et des primes. Chacun reçoit 320 acres et les officiers 1600. Mais certaines figures, comme York, l'esclave de Clark, ou Sacagawea, ne seront pas reconnues à leur juste valeur. Pas tout de suite. Lewis, nommé gouverneur du territoire de Louisiane, sombre dans la dépression. Il meurt, sans doute par suicide, en 1809. Clark poursuit une carrière brillante dans l'Ouest. York, son esclave, revendique sa liberté. Il l'obtient tardivement. Sacagawea, honorée, disparaît des archives. Elle aurait succombé en 1812, mais son souvenir vit. L'expédition de Lewis et Clark a ouvert l'Ouest, découvert des centaines d'espèces, établi des relations diplomatiques uniques, cartographié l'inconnu et révélé les immensités, beautés et dangers d'un continent. Plus qu'un voyage, c'est la naissance d'un mythe, le choc de 2 mondes et une page fondatrice de l'histoire des États-Unis. De l'Atlantique au Pacifique, leur trace est gravée à jamais. Si cette histoire vous a marqué, likez, commentez et abonnez-vous pour d'autres récits qui ont changé le monde.